Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au dernier atelier de stratégie concertée. Merci d'être là pour clore ce webinaire d'une série de 5 ateliers dans l'année. Pour commencer, nous allons, comme d'habitude, rappeler quelques règles. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, c'est Mariam Abbas, je suis la coordinatrice du réseau des stratégies concertées et également responsable des voices, qu'on appelle aussi relais communautaires du GAMS du côté francophone. Donc, pour ce dernier atelier, nous allons interroger comment allier protection de l'enfant, respect des droits parentaux et diversité culturelle dans un contexte de séparation. Et pour ça, nous allons rappeler quelques règles pour pouvoir passer 2 heures constructives. La première des choses, c'est de couper votre micro pendant les interventions, sachant que vous pouvez noter vos questions et qu'il y aura un temps de discussion. Se renommer, donc mettre le nom et l'institution pour qu'on puisse savoir qui participe, quelle institution, en réalité, quelle institution participe à cet atelier. Aussi, savoir que si vous ne voulez pas vous afficher, vous pouvez laisser votre caméra fermée parce que les ateliers sont enregistrés et disponibles sur notre compte YouTube à partir de la semaine prochaine pour permettre à d'autres professionnels qui n'ont pas pu participer à l'atelier d'avoir la possibilité de revoir et de s'enrichir aussi de nos échanges. Et enfin, quand on sera dans le panel de discussion, c'est de bien lever la main dans le chat via comment les réactions de Zoom et aussi vous pouvez poser vos questions dans le chat. Voilà. Mais avant cela, on va parler un peu, c'est quoi les stratégies concertées? Eh ben, ce sont des acteurs et actrices belges provenant de différents secteurs concernés par les MGF, c'est-à-dire que c'est tous les secteurs dans lesquels on va avoir parmi le public ou parmi les usagers des personnes concernées par les MGF. Et le réseau est né en 2008 à la région bruxelloise et suivi de la région wallonne en 2019. Le constat de départ, c'était que un besoin de manque de coordination des acteurs et actrices de terrain qui menaient des actions sur les MGF, qui fait qu'on se rendait compte que si on est ensemble, on va beaucoup plus vite et beaucoup plus clair. Et les objectifs du réseau, c'est d'améliorer donc justement cette coordination et la qualité de nos interventions en région wallonne et en région bruxelloise et bientôt en région flamande où nous avons obtenu un financement pour pouvoir lancer les stratégies concertées en Flandre. Et aussi, deuxième objectif, c'est de faire connaître les interventions nos interventions par les instances politiques et administratives. Alors, quelles sont les raisons pour, quelles sont les raisons pour adhérer aux stratégies concertées? Ben, nous avons développé 5 bonnes raisons. La première, c'est de vous former sur les MGF et de savoir comment mieux orienter, accompagner les femmes concernées par les MGF. Mais c'est aussi rester informé avec la newsletter des stratégies concertées, être au courant des activités du réseau et des partenaires, des formations, des nouveaux outils, etc. Mais aussi de communiquer sur vos activités autour des MGF ou tout ce qui peut toucher à la promotion de la santé. Connaître les acteurs et actrices travaillant sur les MGF en région wallonne et en région bruxelloise et bientôt en région flamande. Et enfin, faire connaître la démarche de vos structures auprès d'autres publics et d'autres institutions pour pouvoir se concerter et se renforcer. Alors, comment participer dans les stratégies concertées? Ben, c'est d'échanger
avec d'autres structures belges concernées par les MGF. C'est aussi revoir ensemble les outils spécifiques des MGF, participer aux activités du réseau ou de l'Assemblée et de l'Assemblée annuelle. Comment communiquer sur vos activités autour des MGF en promotion ou en promotion de santé, communiquer sur les activités du réseau auprès de vos contacts. Et pour aller plus loin, vous pouvez participer à une thématique, pas, thématique pour un atelier en ligne ou en présentiel. Ça peut être que vous avez envie d'échanger sur une thématique, sur un sujet autour des MGF où les membres du réseau pourraient s'organiser ensemble pour organiser une journée, une demi-journée de discussion ou de présenter une recherche ou euh, de, 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 de travailler sur une étude, de présenter une étude. Bon, donc, ça peut varier euh, d'un d'un sujet à l'autre. Mais aussi, c'est d'écrire des articles pour le site des stratégies concertées, tout ce qui peut être lié au MGF ou en promotion de la santé, mettre en place une concertation, une formation locale. Par exemple, moi, de mes passés, le collectif contraceptif de Serein avait organisé une journée zone de soins à Liège où les plannings familiaux et des associations, des plannings familiaux se sont retrouvés pour parler de l'accompagnement médical et social des personnes concernées dans Liège. Et enfin, c'est d'intégrer le comité de pilotage où là, on va réfléchir ensemble quelles sont les activités que nous allons mener au courant de l'année pour le réseau. Voilà. Et donc, vous pouvez effectivement retrouver toutes ces informations sur le site de stratégie concertée. Là, j'ai mis le QR code pour vous rediriger sur la page qui réexplique tout ça. Donc, pour cette année, la série de parents protecteurs alliés dans la protection de l'enfant s'est déroulée depuis février où nous avons, comme chaque année, construit tout en série de webinaires. Donc, pour cette année, on avait commencé en février avec comment valoriser les parents protecteurs et comprendre les conflits auxquels ils et elles sont confrontés. Et donc, ok, excusez-moi, j'ai un problème technique que j'essaie de corriger en même temps. Si. Un instant, s'il vous plaît. OK. Donc, je disais que voilà, le programme a commencé en février avec comment, euh, ben, disons que cette série de webinaires, comme chaque année, c'est un espace d'échange pour croiser les regards et renforcer les stratégies. Pour cette année, c'est dans la protection de l'enfant, des parents et des parents protecteurs. Donc, le SIX s'est adressé aux acteurs et actrices de terrain au grand public ainsi qu'aux personnes issues des communautés concernées afin d'enrichir les aspects, enrichir les approches et de mieux accompagner les parents qui s'engagent dans la protection de leurs filles. Pour ce qui est du cycle parent protecteur allié, allié dans la protection de l'enfant, c'était de savoir identifier les parents protecteurs et comprendre les défis qu'ils rencontrent au sein de leur famille face euh, à la justice, mais aussi face aux services externes et à la justice. Valoriser et renforcer les stratégies de protection déjà mises en place par ses parents,
sensibiliser les services externes aux leviers et activer pour mieux soutenir les familles, encourager une collaboration renforcée entre parents et professionnels pour une protection efficace des filles. Et c'est dans un format dynamique et interactif qu'il est conçu pour favoriser les échanges riches et constructifs entre participants avec des discussions animées et au partage d'expériences variées. Nous visons à identifier les solutions concrètes pour la protection, pour les parents protecteurs dans leur rôle essentiel de protection. Les outils qui ont été présentés, qui seront présentés aujourd'hui, c'est pour renforcer les compétences euh, tant pour les parents protecteurs que pour les professionnels de terrain. Ces ressources visent à fournir des stratégies efficaces et applicables de manière informée et proactive contre les mutilations génitales féminines. Donc, c'est l'opportunité de pouvoir se renforcer. Donc, pour le premier atelier du 18 février, l'atelier avait pour objectif de discuter de la protection des enfants, notamment en ce qui concerne les risques liés à l'excision, mais aussi il a été souligné dans cet atelier que même si la politique propose une protection légale, il reste essentiel d'assurer une vigilance continue, et particulièrement pour les enfants dont les familles peuvent être influencées par des pressions sociales dans leur pays d'origine. L'atelier visait également aussi à promouvoir les échanges sur le réseau de stratégies concertées entre les services de première ligne et les parents et les professionnels de santé en introduisant les outils et des stratégies pour mieux protéger les enfants et accompagner tout au long de leur parcours. Donc, n'hésitez pas à revoir le webinaire si vous ne l'avez pas eu. Donc, il est disponible sur notre compte YouTube. Donc, le deuxième atelier a eu le 22 avril et là, c'était comment accompagner les parents protecteurs dans leur cheminement de protection. Et là, nous avons eu à analyser trois situations de différentes personnes concernées pour analyser les conflits auxquels ils sont confrontés vis-à-vis de leur famille, avec les conflits de loyauté, de protection de leur fille, parce que ça dépend, chaque famille, chaque personne a un parcours qu'il faut voir niveau de déconstruction. Donc, il y a plusieurs choses qu'il faut tenir compte. Euh, donc, c'était nécessaire ou important de pouvoir se décentrer en tant que professionnel, d'avoir une écoute active, mais aussi la recherche de l'aide pour les personnes concernées par les professionnels qui travaillent dans la lutte pour l'abolition de l'excision, de, de ne pas hésiter à faire appel à des travailleurs interculturels ou des relais communautaires, en tout cas des personnes ressources qui sont formées pour aider à la communication parce que certaines personnes, certains parents ont cette barrière linguistique et aussi culturelle parce que l'interculturalité aussi est très importante dans l'accompagnement des personnes concernées par l'excision. Mais il faut aussi prendre le temps pour permettre des fois à la personne accompagner parce que souvent, on leur demande de parler des questions taboues et que ce n'est pas évident. Donc, de laisser le temps. Peut-être que ce n'est pas en un seul rendez-vous que la personne va oser parler ou avoir cet espace safe qui peut lui permettre de parler de la situation. Donc, ce qui a été ressorti dans cet atelier-là. Ensuite, le troisième atelier, c'était sur quel est l'impact des stratégies de protection utilisées et quelle est la conséquence de ces différentes stratégies dans la vie des parents protecteurs. Donc aussi, ici, on a vu que savoir reconnaître la souffrance du parent protecteur qui est tiraillé entre son devoir de protection et l'attachement à une personne excluante, parce que souvent, c'est une personne à qui elles ont confiance, une personne qui était censée les protéger, qui fait faire cette excision. Donc,
reconnaître cette souffrance, elle est essentielle et et avec ça, de proposer des accompagnements, que ce soit psychologiques, émotionnels, pour aider à comprendre et gérer les tensions auxquelles la personne sera confrontée, mettre en place des espaces de parole et des groupes de soutien pour renforcer le réseau d'aide, parce que souvent, c'est des personnes isolées et que savoir aussi qu'elles ne sont pas seules et que être ensemble avec des personnes qui ont vécu la même chose peut, peut aider à se rendre compte qu'on n'est pas seul et qu'on peut demander de l'aide. Sensibiliser les professionnels aux enjeux culturels et familiaux pour éviter les jugements hâtifs et d'adapter l'accompagnement selon le degré de déconstruction du parent à l'écoute bienveillant à la valeur de l'engagement. Et puis, le quatrième atelier qui a eu le 23 septembre, c'était quelle est la conséquence des stratégies adoptées par les parents protecteurs sur l'enfant devenu adulte. Donc là, on a vu une situation spécifique d'une personne qui grandit en pensant et étant convaincue, ayant subi une excision, et que dans une consultation, on, on l'informe en fait qu'elle n'a pas subi une excision, et c'est beaucoup de situations de femmes ou des femmes qui ont été protégées, mais qui n'ont pas compris qu'ils ont été protégées parce qu'il y a eu souvent d'excision de type 4, donc un pincement, euh, une, euh, une incision. Donc l'enfant garde ce trauma, donc peut-être physiquement, l'opération n'a pas beaucoup de conséquences sur le plan physique, mais au niveau émotionnel, ça peut être aussi difficile qu'une personne qui a subi physiquement le type 1, le type 2 ou le type 3. Donc, ce qu'on ce qu'on a vu dans cet atelier, c'est de savoir que pour la découverte de la personne, en tant que professionnel, c'est d'éviter de penser, ah, c'est une bonne nouvelle. Mais pour cette personne, peut-être elle croit à l'excision, ou alors le fait de savoir que j'ai pas subi d'excision. Pourtant, je peux me poser la question, qui je suis? Si, est-ce que j'appartiens à la communauté alors, puisque j'ai pas subi une excision? Donc, on a évoqué ça avec le témoignage d'une personne qui rapportait la situation d'une femme qui a subi ce traumatisme-là, où elle nous expliquait toute la difficulté de se réapproprier de ce corps aussi, qui avait semblé être traumatisé, mais qu'on se rend compte que le traumatisme est beaucoup plus mental que physique. Et qu'il y a une question aussi qui revient, c'est question de sécurité. Est-ce que savoir mettre ces femmes après la découverte, est-ce que si je les mets avec d'autres femmes, ben c'est la même chose. Euh, est-ce qu'elles pourraient se sentir en sécurité? Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut vérifier auprès des femmes et auprès de la personne qui a vécu cette situation-là. Donc voilà. Et c'est surtout aussi, on a vu dans cet atelier que c'était important de valoriser ces parents qui ont fait cette, cette protection, mais aussi d'aider au dialogue entre encourager le dialogue entre la personne concernée et la personne qui l'a protégée, parce que des fois, on peut être dans l'incompréhension, pensant qu'on avait suivi. Alors, pourquoi on m'a protégée sans me le dire? Et pour finir, donc, cette série, aujourd'hui, nous allons voir comment allier protection de l'enfant, respect des droits parentaux et diversité culturelle dans un contexte de séparation. Et pour ça, nous allons accueillir avec nous aujourd'hui Abi Ouedraogo, relais communautaire et formé en conseillère conjugale et familiale. C'est bien ça, Abi. J'espère que je traduis bien Oui, CCF. oui, c'est bien ça. Conseillère Merci. conjugale et familiale. Voilà. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Et nous avons également Keila Lumeka, qui est juriste au GAMS. Bienvenue à toutes les deux dans ce panel de discussion.
Donc, pour avancer, je vais commencer à savoir quelles sont les personnes qui sont avec nous, donc qui est notre public aujourd'hui. Et pour cela, je vais demander à Jeanne, ma collègue qui est derrière les écrans, pour nous aider à lancer le sondage. Merci, Jeanne, de lancer. Voilà, on va afficher les résultats normalement dans 2 minutes. Donc, merci de répondre à la question. Jean, si tu as assez de réponses, tu peux lancer des réponses. Jeanne, je ne vois pas les résultats. Est-ce que tu pourrais les afficher ou c'est moi qui... Normalement, je les ai affichés. Euh, Moi, je les vois. Oui. Ok, ben moi je vois pas. Est-ce que... Je peux essayer de te les mettre dans le chat si tu veux. Sinon, tu peux les lire aussi, hein. Ben, ouais, ben, ce qui est intéressant beaucoup plus, c'est par rapport à nos intervenantes. Si vous avez déjà accès, c'est bien. Comme ça, vous savez les différents secteurs que les participantes viennent. Je peux te les lire si tu veux, Mariama. Comme ça, tu les as un petit peu aussi. Ok. Il y a une infirmière dans un CAF d'asile, Mhm, quelqu'un qui est dans le droit, une mhm, autre personne planning familial du Luxembourg et mhm. enfin une avocate. Ok, super. Merci beaucoup, Jeanne, et merci au public d'avoir répondu à cette question. Ça nous permet de savoir un peu le profil. Donc, alors, j'ai une deuxième question que Jeanne va vous lancer aussi. Pour vous, aborder la loi contre l'excision, c'est comme... euh, hmm, Jeanne, tu as lancé le sondage? Merci. Merci de prendre le temps de répondre aussi à cette deuxième question. Tu vois les résultats, Mariama? Bon, ouais, dès que tu peux, Là, tu peux. je les Ouais, partage là. ok, super. Donc, Madame la juriste, qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, effectivement. Donc, merci d'être présent. Je suis vraiment content d'être ici avec vous. Et par contre, je sais qu'en tant que juriste, lorsqu'on aborde la loi contre l'excision, c'est pas évident. Et donc, je vois que 50% d'entre vous, c'est des inquiétudes, d'autres, c'est des certaines difficultés, hein. Ça démontre les difficultés qu'il y a d'aborder la loi contre l'excision, alors que cette loi, normalement, a pour objectif de nous aider, aussi bien qu'on soit des personnes concernées par l'excision que des professionnels, à protéger les enfants contre l'excision. Et donc ici on va voir un petit peu comment est-ce que nous, en tant que professionnels, mais aussi en tant que personnes des communautés concernées, on peut se positionner. Et donc c'était ça l'objet de euh, l'autre question, c'est comment est-ce qu'on peut éviter de se retrouver dans une espèce de crispation quand on aborde la loi. On sait que parfois la loi, elle fait peur, hein. Donc comment est-ce qu'on peut utiliser la loi dans ce genre de circonstances?
Donc, Merci, Kayla. Donc, je vais demander tout doucement aussi à Jeanne de lancer le troisième sondage. Jeanne, tu lances les réponses dès que tu as suffisamment de réponses. Ah, on voit que la loi est là pour protéger, non pour punir, et à 86%. Je trouve que voilà. c'est une bonne nouvelle, non, Kayla? Oui, voilà, c'est une bonne nouvelle. Donc, C'est on bien. a quand même, on essaie effectivement d'avoir cette démarche et c'est important de savoir que quand vous vous adressez aux GAMS, c'est à travers c'est cette démarche qu'on utilise. C'est-à-dire que on part du principe que la loi est là pour protéger et d'aider les parents à renforcer leur capacité à protéger leur enfant. C'est pour cette raison qu'on est ici en train de soutenir des parents protecteurs. Et donc, en partant de cette posture, c'est beaucoup plus simple quand vous êtes professionnel de pouvoir aborder la loi. Donc, il faut vraiment partir de ce principe. Je sais quand même qu'il y a quelques personnes qui disent oui, mais la loi elle est là pour punir. Ce n'est pas faux non plus. Mais d'abord, son premier objectif, c'est la protection. C'est utilisé comme prévention, comme sensibilisation. Et ainsi, on peut en fait renforcer la capacité des parents et surtout utiliser les parents comme des alliés. Hein, parce que les parents veulent toujours le bien de leurs enfants. Donc on a vu, si vous avez vu les autres ateliers, c'est toujours dans l'intérêt de leur enfant qu'ils font ça. Et donc on peut utiliser la loi en disant que c'est dans l'intérêt de votre enfant qu'on peut utiliser la loi. Maintenant on va voir avec les différentes situations comment est-ce qu'on va utiliser. Parce que c'est bien beau de dire qu'on va utiliser la loi pour protéger, mais comment est-ce que ça se traduit concrètement? Merci, Kayla. Et Abi, qu'est-ce que tu penses du fait que si, présentant la loi, si on dit elle est là pour punir et si elle est là pour protéger, qu'est-ce qui est mieux pour le parent, qu'est-ce qui est beaucoup plus facile pour le parent d'accueillir? Voilà. Ben, comme on a vu dans les sondages, hein, à 86% la loi est là pour protéger et non pour punir. Ben, en effet, en annonçant comme ça aux parents, on arrive quand même à les mettre en confiance. Et c'est vrai que la loi est claire, hein, par rapport à la protection de l'enfant, mais elle n'est pas toujours suffisante parce qu'elle ne permet pas d'ouvrir la parole, d'où justement l'intérêt du regard croisé entre ben, l'aspect juridique, l'aspect psychologique et aussi l'aspect social pour justement amener les parents, pour mieux sensibiliser les parents sur la question de l'excision. Merci beaucoup. Donc, je vais, pour continuer, comme dit Kayla tout à l'heure, en fait, nous allons analyser 2 à 3 situations pour essayer un peu de décortiquer tout ceci, sachant que on peut se poser la question, peut-on vraiment parler de protection efficace sans dialogue entre les parents? Et inversement, le maintien du lien parental est-il toujours compatible avec la prévention du risque de l'excision quand les parents sont en froid, ils sont en séparation? Et pour cela, nous allons commencer par une première situation d'un couple euh, mixte. Donc là, la première situation que nous allons chercher à analyser ensemble, c'est pour une situation dans laquelle un couple dont le père est guinéen et la mère marocaine, et ils ont une fille de 4 ans. Le couple est en instance de séparation. La garde de l'enfant est confiée à la mère et le père bénéficie des droits de visite. La mère rapporte que l'un des membres de la famille du père aurait dit que l'excision rend les femmes fortes. Donc, ici, quand le père demande une garde alternée parce qu'il s'est remarié, il a d'autres enfants, il a envie que ses enfants
grandissent en se connaissant, la mère exprime cette crainte-là. Si mais est-ce que cette crainte, elle peut être, est-ce qu'elle doit être analysée? Comment elle va être analysée? C'est qu'on va essayer de voir avec vous d'un regard à la fois culturel, mais aussi d'un regard juridique et de voir vos connaissances là-dessus, comment vous allez analyser cette situation avec nous. Et donc, pour cela, je vais aussi demander à Jeanne de lancer un autre sondage pour savoir, selon vous, sans voyage ni risque à ce stade, est-ce que faut-il déclencher dès maintenant la procédure formelle d'évaluation du risque ou pas? Donc, merci vraiment au public de pouvoir de participer au sondage parce que ça peut nous permettre de savoir comment vous appréhendez l'accompagnement d'une telle situation. OK, ben, voyons que la majeure partie dit oui. Alors, comment nous allons analyser cette situation? Est-ce que Kayla a envie de faire un commentaire sur ces réponses? On va lancer le prochain sondage. Oui, merci, Mariama. Oui, effectivement, par rapport à cette situation, ce qui est difficile, c'est que la mère, elle projette certaines peurs, hein. Donc, on rappelle qu'on est dans un couple mixte. Donc, en plus, on a parfois, même si ils sont ensemble, ils ont été ensemble, mais peut-être que la mère ne connaît pas non plus exactement ce qui se passe dans la communauté, hein. Donc, c'est pas parce que vous êtes marié avec une personne que vous connaissez aussi sa communauté, particulièrement quand vous avez cette différence de culture, hein. Donc, on a ce cas avec un couple marocain-guinéen, qui est une situation que nous avons réellement, Mariama et moi, suivie, même si on a un petit peu simplifié. Mais nous avons, vous aussi, vous pouvez être face à des couples où c'est un belgo-guinéen. Vous voyez, souvent vous avez des Belges, belgo-maliens aussi, j'ai eu ça. Donc des Belges qui sont des personnes qui sont issues des communautés concernées, avec des personnes qui ne sont pas issues des communautés concernées par l'excision, qui font que parfois ils ne comprennent pas exactement ce qui se passe dans la communauté. Donc on entend le mot excision sans réellement savoir et donc on projette peut-être des peurs. Et donc, c'est important de pouvoir objectiver. Et donc, effectivement, la majorité d'entre vous, vous avez dit, c'est important de pouvoir évaluer. Et donc, lorsqu'elle exprime sa peur, c'est important, nous, en tout cas quand on la reçoit, dans un premier temps, d'essayer d'objectiver, hein. Par évaluer, ça veut dire on dit on va objectiver quels sont les éléments pour vous qui font que qu'il y a une crainte. Donc, et pourquoi c'est important d'objectiver? Parce que ce n'est pas parce qu'une personne est issue d'une communauté concernée par l'excision que forcément elle a l'intention d'exciser son enfant, hein. Donc c'est important de garder ça à l'esprit, parce que sinon on va s'aliéner tous les parents protecteurs, hein. Donc tous ces parents qui veulent protéger leur enfant contre l'excision, on risque de les aliéner parce qu'on on partirait de manière biaisée du principe que non, ils veulent exciser leur enfant. Donc c'est pour cette raison que c'est très très important de pouvoir objectiver le risque. Et donc, nous ici, quand les personnes arrivent au GAMS, donc quelles que soient les personnes, nous, on va utiliser un outil qu'on appelle le détectomètre. On aura l'occasion de vous le montrer après. Donc ici, ce n'est pas vraiment l'objectif d'expliquer le détectomètre, c'est plutôt d'expliquer comment nous, on fonctionne. Et donc, l'objectif est d'objectiver le risque, de dire quel est exactement le risque. Et que la mère nous dise oui mais le père est issu d'une communauté concernée par l'excision, on dit ce n'est pas suffisant. C'est un élément, mais ce n'est pas suffisant. On va voir quels sont les autres éléments dans la situation qui vous permettent de croire qu'il y a un risque. Et donc on va utiliser cet outil. Donc, et ça c'est très important, toujours objectiver le risque. Et vraiment avec l'objectif de ne pas justement stigmatiser les populations, mais surtout
stigmatiser les parents qui, eux, veulent protéger. Parce que si ça se trouve, et c'était le cas du père, le père, lorsqu'on a eu, il voulait aussi protéger sa fille contre l'excision. Donc, vous voyez, donc si on commence dès le départ à se baser uniquement sur ce que la mère dit, on va se couper du père qui, lui, veut protéger aussi sa fille contre l'excision. Donc, première chose qu'il faut faire, c'est objectiver. Et donc, on a un outil, on ne le présente pas ici, on le mettra ensuite à la fin pour les professionnels, uniquement les professionnels. Donc, parmi vous, c'est intéressant, on a aussi des non-professionnels. Donc, c'est aussi intéressant, mais là, cet outil, c'est uniquement pour les professionnels. Donc, et donc, toujours objectiver le risque. Merci, Kayla. Je vais aussi laisser la parole à Abby pour quelle analyse fais-tu de la situation et des réponses qui ont été rapportées par le sondage et ce que Kayla amène aussi. Ouais. Ben, moi, avant d'intervenir par rapport à la situation, je veux bien qu'on revienne dans le contexte de la séparation. Ce que je peux remarquer sur le terrain, c'est que dans les contextes de séparation, que ce soit des couples mixtes ou non, ben, la question de la protection de l'enfant reste centrale. Mais il faut savoir aussi que ben, dans ce contexte-là, ben, on a quand même eu une émergence des émotions, des sentiments, et tout ça vient quand même mettre à mal la capacité des parents de réfléchir réellement au bien-être de l'enfant. Pour ce qui concerne les couples mixtes, en général, dans les couples mixtes, on a chacun des parents essaie d'inculquer à l'enfant ses valeurs et c'est vu comme positif. Seulement en cas de séparation, ces points-là deviennent ben, des sources de tension et même de conflits dans les familles. Et donc, la dimension culturelle, au lieu d'être une source, ben, devient un argument de dispute, de conflit. Et pour revenir à cette situation, on voit effectivement, comme Kayla l'a dit, on ne cherche pas à évaluer, il faut juste objectiver et tout en gardant l'enfant au centre. Les craintes de la mère viennent quand même d'un vécu réel. Hein. On sait quand même qu'en Guinée, la prévalence à l'excision est quand même de 94% et que la décision d'exciser un enfant n'est pas seulement la décision exclusive des parents, mais aussi de toute la famille. Et elle se voit seule face à une famille potentiellement forte, soudée et influente. Et cela met en évidence aussi le fait que quelquefois la dimension culturelle peut glisser enfin, il peut y avoir glissement à travers la dimension culturelle du terrain de la protection de l'enfant au terrain du conflit conjugal. Donc, effectivement, il est important de pouvoir objectiver et de pouvoir aussi trouver vraiment un espace de dialogue, de discussion, justement, pour pouvoir lever tout le flou qui entoure la protection de l'enfant dans un contexte de séparation. Je sais pas. Merci beaucoup, Abby. Donc, je vais essayer d'avancer dans le sondage pour qu'on essaye d'aller plus loin dans les analyses. Donc, Jeanne, merci de lancer le 5e sondage. Est-ce que, selon vous, la crainte d'enlèvement en filigrane doit être documentée, transmise sans délai au parquet, d'abord travailler en médiation, mise de côté, faute d'indice? Oui, Kayla. Oui, juste pour contextualiser, donc la mère Ah oui, c'est aussi, vrai. oui, la mère aussi exprimait que si l'enfant partait, donc en Guinée, le père n'avait pas exprimé qu'il souhaitait partir avec sa fille en Guinée, mais la mère disait oui, mais si il partait, il y avait un risque aussi que je ne retrouve pas, je ne vois pas ma fille. Donc il y a non seulement le risque d'excision, mais selon elle, mais aussi le risque que je ne vois pas ma fille. Donc analyser ça aussi dans ce contexte-là. Donc vos réponses. Okay.
Merci, Keila. OK, les réponses montrent que 88% pensent qu'il faut d'abord travailler en médiation. Donc, que dis-tu, Abby? Alors, ben, ce que moi j'ai à dire, franchement, pour moi, en tout cas, moi, je pense qu'il faut transmettre, il faut déjà documenter et transmettre déjà au parquet, parce que quand il y a un risque d'enlèvement d'enfants, même si c'est en trame de fond, ben, il est important de quand même pouvoir le signaler et surtout ne pas le minimiser et laisser ben, l'appareil judiciaire décider de ce qu'il faut faire. Parallèlement à ça, il faut quand même de la médiation, recevoir les parents, ben, discuter avec eux, en fait, discuter ensemble avec eux, co-construire quelque chose avec eux, justement, comme je le disais tantôt, pour pouvoir lever le flou, parce que pour la protection de l'enfant, ben, c'est vrai, comme je l'ai dit tantôt, les décisions judiciaires sont claires par rapport à la protection de l'enfant, mais ne sont pas suffisantes. On a en face de nous, en tout cas dans cette situation, un enfant de 4 ans qui ne comprend pas peut-être les mots, mais qui vit les tensions que vivent ses parents-là. Et à cet âge-là, ben, l'enfant construit aussi son identité et son appartenance. Et laisser les tensions à ce niveau-là, ben, l'enfant, il apprendra de lui-même, ben, avec ce qu'il vit, avec les tensions et les conflits au sein de la famille, c'est quoi être marocain et c'est quoi être guinéen. Surtout qu'on est en train, enfin, on a aussi cette histoire d'excision. Et ça peut aussi ben, cliver l'enfant. Est-ce que je vais plus être du côté de papa? Est-ce que c'est papa qui me protège plus que maman? Est-ce que c'est maman qui veut vraiment me protéger plus que papa? Et ça, ce n'est pas dans l'intérêt de l'enfant parce que à long terme, ben, l'enfant était peut-être protégé de l'excision sur le plan, on va dire, de la santé. Mais sur le plan affectif, il n'est pas protégé. Il y a quand même un certain déséquilibre émotionnel et affectif à ce niveau-là, d'où vraiment l'intérêt de soutenir la coparentalité avec les parents dans la médiation. Comme tu le dis, Mariama, que ce soit avec des relais communautaires ou des médiateurs, des médiatrices interculturelles, pour pouvoir justement lever ce flou-là. Et afin aussi que justement dans ce clivage-là, la culture ne devient pas un drapeau de suspicion. Que l'enfant ne grandisse pas avec l'idée que, ben, bon, c'est vrai, mon identité guinéenne, je ne vais pas le prévaloir parce que guinéen égale excision. Donc, il faut éviter vraiment une certaine stigmatisation, surtout à cet âge-là. D'où l'importance d'avoir toujours ce regard croisé entre le juridique, le social et le psychologique. Merci beaucoup, Abby. Alors, Keila, pour toi, est-ce que, vu par expérience, est-ce que c'est d'abord la médiation ou il faut renforcer la procédure juridique déjà? D'accord, merci. Donc effectivement, je rejoins ce que dit Abby par rapport à, donc, à l'intérêt supérieur de l'enfant et éviter de... Parce qu'il y a aussi dans ces conflits, il y a un enjeu institutionnel, puisqu'il y a le judiciaire qui intervient inévitablement, puisqu'ils sont en procédure de séparation, procédure de divorce. Il y a un enjeu identitaire, comme l'a soulevé Abby, par rapport à la question de l'excision, et puis par rapport à deux cultures. Et puis, il y a aussi l'enjeu par rapport à la famille. Hein, donc il y a tous ces enjeux qui interviennent. Et par rapport à la réponse juridique, il faut savoir que il faut d'abord clarifier deux choses. Hein. Peut-être qu'on reviendra aussi encore avec sur la médiation, parce que c'est quand même un, un outil intéressant, mais un outil qui doit être utilisé quand même avec certains garde-fous. On ne peut pas l'utiliser comme ça non plus dans n'importe quelle situation. Alors ça, j'y reviendrai, mais concernant effectivement le rôle du parquet et en cas d'enlèvement d'enfants,
Donc Mhm. ici, comme l'a dit Abby, euh, en, en faisant abstraction de la question de l'excision, le problème d'enlèvement d'enfants dans des couples qui sont séparés, c'est un problème qui est assez, qui est malheureusement, qui existe dans beaucoup de couples, hein. Et Mhm. donc, il y a déjà des mesures qui ont été mises en place spécifiques, qui sont aussi utilisées, qui peuvent aussi être utilisées dans ce genre de situation, mais il y a Mhm. des mesures qui existent. Donc, juste pour rappeler brièvement ce qui existe comme mesure, c'est que lorsque il y a donc Mhm. une séparation, donc que ce soit dans le cadre après un mariage ou en dehors d'un mariage, parce que rappelons-le aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des unions coutumières, des mariages coutumiers, etc. Bah, c'est toujours devant le tribunal de la famille s'il y a une question de l'exercice de l'autorité parentale. Hein. Donc il faudra se retrouver devant le tribunal de la famille. Et c'est le Mhm. tribunal de la famille qui va examiner la décision à prendre par rapport à l'autorité parentale. Alors, si l'un des parents le demande, d'office, Mhm. il y aura un exercice conjoint de l'autorité parentale. Et donc, Mhm. ça veut dire concrètement qu'il y aura, alors selon une garde alternée ou visite, etc., Mhm. ça sera examiné par le tribunal de la famille. Et en ce qui concerne les voyages à l'étranger, ce que il va prévoir, c'est que normalement, euh, il faut demander l'accord de l'autre parent. Hein. Donc, l'autre parent peut s'y opposer. Hein. Donc, en cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, il faut avoir l'accord de l'autre parent. Donc, il y avait quand même ça qui sert de garde-fou. Donc, on partait du principe, la mère, que le père partait sans son accord. Vous voyez. Donc, Mhm. on était déjà très loin, ce que le père n'avait jamais exprimé. Hein. Et donc, il aurait fallu. Donc, c'était ça aussi qu'on pouvait lui rappeler. Attention, il y a quand même un cadre. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même des parents qui ne respectent pas ça, hein, qui ne respectent pas l'exercice conjoint d'autorité parentale et la Mhm. garde alternée, et ils ne respectent pas l'accord du parent. Et donc, mais c'est uniquement dans ce genre de situation et uniquement dans Mhm. ce genre de situation que Mhm. effectivement le tribunal peut faire ce qu'on appelle des signalements et Mhm. empêcher le départ à l'étranger de l'enfant. Mhm. Mhm. D'accord? Mais Mhm. ça, il faut et ça, il faut aussi l'entendre. Donc, c'est l'avocat qui pourra, puisque généralement, ce sont des procédures qui se passent devant le tribunal de la famille, l'avocat Mhm. pourra soulever ça et soulever les éléments pour lesquels il demande un signalement euh, Mhm. par rapport à ça. Mais dans la situation que nous, on avait, c'était prématuré. Hein. Donc effectivement, il fallait documenter pour s'assurer Mhm. que effectivement le père avait bien l'intention de quitter le territoire sans demander l'avis de la mère, ce qu'il n'avait jamais exprimé. Hein. Mhm. Ce qu'il n'avait jamais, et sachant que s'il le faisait, c'était plus compliqué pour lui Mhm. puisqu'il n'avait pas respecté une décision judiciaire qui était l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Donc, Mhm. maintenant, et peut-être que tu m'arrêtes aussi, je prends trop Mhm. de temps, euh, nous devons quand même garder à l'esprit, parce qu'on ne peut pas non plus être naïf, il y a des Mhm. situations où il y a par exemple il y a des violences au sein du couple. Ici, Mhm. dans la situation que nous avons, il n'y avait pas de violence préexistante. Avant la séparation. Il n'y avait pas de violence conjugale, par exemple. Hein. Donc on était dans une situation où le couple, bon voilà, ils s'entendaient normalement, et puis ensuite après, ils se sont séparés. Et que Mhm. malheureusement, comme le dit Abby, une séparation, ça peut bien se passer, comme ça peut mal se passer, et ça peut Mhm. faire l'objet de cristallisation. Mais ici, on n'était pas dans des violences, hein, on était dans des conflits. Hein. Donc Mhm. c'est important de bien distinguer. Et donc nous ici, on s'inscrit dans un contexte de conflit. Hein. Donc les conflits, ça existe partout, mais pas Mhm. de violence. Mhm. Hein. Donc c'est pas que... et donc évidemment, on ne peut pas venir avec, ah oui, le parent il est protecteur. Non, s'il y a de la Mhm. violence conjugale, cadre non Mhm. négociable, Mhm. c'est la loi qui s'applique, et donc il faut protéger la mère et l'enfant. Mais ici, on n'était pas dans ce cas de figure. Il n'y avait pas eu de violence, donc on était Mhm. dans un conflit. Et Mhm. donc, j'ai déjà dit, il y a ces règles qu'il fallait rappeler à la mère. Et donc, le Mhm. père, je pense qu'il était prêt à les respecter. Il n'y avait aucun problème. Et Mhm. il y avait également, et Abil a dit, il y aura peut-être une possibilité de médiation. Donc, Mhm. on verra si tu souhaites, je peux développer maintenant ou développer après. Ben, puisque là, je sais qu'on prévoit une autre question. Oui, sur ça, alors, on va le faire Euh, après. Tu veux que je lance déjà cette question-là Oui, avant d'aborder oui. ça? Ok, bon, d'accord. Donc,
Jeanne, on va lancer le prochain sondage, s'il te plaît. Selon vous, prendra-t-on une mesure la plus proportionnelle aujourd'hui, c'est si on devrait prendre une mesure, ce serait quoi? Euh, ah, Oui, c'est par rapport à la question sur la médiation. mhm. Ah, donc la médiation peut-elle s'appliquer ou pas, selon vous, dans cette situation et après tout ce que nous avons entendu jusqu'ici? Voilà. Jusqu'ici, tout le monde est d'accord avec toi et Abby. Donc, alors, après cette réponse, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à non seulement ce qui était ressorti dans cet accompagnement, parce que comme tu dis, on a justement, quel a été l'impact de la médiation dans cette situation-ci, parce que il y a le fait que un parent ramène un questionnement et que, comme tu dis, il y a cette histoire de conflit. Déjà, le parent peut arriver avec une certaine frustration. Qu'est-ce qui a été mis en place pour favoriser le dialogue et de mettre en avant cette médiation pour pouvoir régler la situation pour que, au niveau de la justice, en tout cas, qu'il y ait assez d'éléments pour pouvoir objectiver et qu'est-ce qui a été finalement comme jugement pris lors de cette demande en justice. Oui. Donc, effectivement, ce qui est important, c'est que, on l'a dit, c'est que les deux parents ont le même intérêt. C'est celui de Mhm, protéger leur enfant. Peut-être qu'ils mhm, protègent de manière différente leur enfant, mais on mhm, part du principe que ce sont des parents protecteurs. Mais que mhm, c'est vrai que suite à la séparation et les conflits qui sont survenus, peut-être que la manière de protéger, ils ne se sentent, comme ils ne se parlent plus, hein, ils mhm, n'arrivent plus à communiquer. Donc, c'était difficile qu'ils puissent s'exprimer là-dessus, donc sans passer par la procédure. Et donc, mhm, nous, c'est vrai que dans un premier temps, donc, on a eu la mère, c'est elle qui est venue nous saisir. Et mhm, donc, il y a eu des discussions parce que le père ne s'est pas senti entendu. mhm, Et donc, c'est important en tant que professionnel de se dire que lorsque on est face à ce type de situation où vous avez deux parents et il y a un seul des parents qui vient vous interpeller, il faut se demander pourquoi l'autre parent ne vient pas vous interpeller. Hein, pourquoi mhm, l'autre parent qu'en est-il de l'autre parent? Et donc, ça, on a compris que c'est important de pouvoir, alors, quand vous avez un seul parent qui exprime des craintes, d'abord, on a mhm, dit l'objectiver, mais aussi d'entendre l'autre parent. Hein, et donc, mhm, d'entendre le père et de comprendre c'est quoi sa position. Hein. mhm, Alors, et dans ce cadre-là, il faut aussi prévenir la mère qui est venue nous voir. Voilà, j'ai mhm, entendu ce que vous aviez à dire. On a entendu vos craintes. On mhm, va essayer d'objectiver ces craintes. Et dans cette analyse, nous avons aussi besoin d'entendre ce que pense le père, mhm, d'accord, de cette situation. Et donc, et d'agir en toute transparence. Hein. Donc, c'est important. Maintenant, mhm, si la mère, pour toute une série de raisons, refuse, ça aussi, mhm, il faut l'entendre. Hein, il faut l'entendre. mhm, Alors, il faut voir si ces raisons sont légitimes. Hein, parce que, imaginons, bon, c'était pas le cas dans la situation qui nous occupe. La mère nous a pas dit, si elle nous avait dit, oui, je ne souhaite pas parce que le père, il est violent. Bon, mhm, voilà, on aurait effectivement dit, je rappelle ce que j'ai dit précédemment, ici mhm, nous sommes dans des violences conjugales, quatre non mhm, négociables, donc ça relève des, en fait de la police et d'autres services comme ça. Hein. Mais ici, on n'était pas dans ce cas de figure, donc, et le père a été finalement entendu, et donc il s'est avéré que lui, il avait une autre vision de la protection de l'enfant, hein, que la mhm, mère. Voilà. Il mhm, estimait que sa famille
même s'il y avait eu excision dans sa famille, ce qu'il reconnaissait, mais Mhm, qu'il était capable de protéger seul. mhm, Et mhm, c'était cette vision-là qui était différente. C'était que, effectivement, ils avaient deux visions différentes de la protection. Lui, il mhm, estimait qu'il pouvait protéger seul l'enfant, et la mère estimait qu'il fallait d'autres personnes pour protéger. mhm, Et donc, c'est ici que là, nous sommes intervenus en disant que bah, peut-être que nous pourrions servir comme tierce personne et mhm. dans le cadre de cette médiation. Merci beaucoup. Alors, Abby, j'ai une petite question pour toi. Euh, Ici, on entend bien il y a un conflit, il y a un conflit entre le couple et que, mais j'ai l'impression aussi qu'il n'y a pas eu une communication au sein Mhm. du couple pendant qu'ils vivaient ensemble sur l'excision. Il n'y a pas eu cette communication et peut-être, est-ce que tu dirais que c'est parce qu'il n'y a pas eu cette communication ou c'est parce qu'il y a ce conflit il y a ce tiraillement entre les deux parents. Mm. Ben, ça pourrait être les deux, comme j'ai dit, des fois, dans le cas des couples mixtes, des fois, ce qu'on a envie d'inculquer à l'enfant comme étant nos valeurs familiales ou de notre pays d'origine, et qui Mhm, en général sont bien acceptés par l'un et par l'autre. En cas mhm, de séparation, ben, ces points-là deviennent des sources de tension. mhm, C'est vrai que c'est pas vraiment le cas dans cette situation spécifique, mais mhm, comme Kayla a dit, il est important de pouvoir aussi toujours accompagner les parents parce que la mhm, mère, ses inquiétudes se sont plutôt focalisées sur la phrase qu'elle a entendue, mhm, l'excision rend la femme forte. mhm, Effectivement, ben, cette phrase pourrait être interprétée comme menaçante. Ben, ce qui est tout à fait à son honneur. Mais mhm, comme elle le dit, rien ne dit que le père a validé cette phrase-là et rien ne dit que le père va dans le sens de la personne, de sa famille qui aurait prononcé cette phrase-là. D'où l'intérêt vraiment de pouvoir les accompagner, de pouvoir instaurer la communication dans un climat serein pour qu'ils mhm, reviennent vraiment à l'essentiel qui est la protection de l'enfant. mhm, Et justement, nous, en tant que professionnels, ben, l'enjeu, pour nous, c'est de pouvoir justement entendre, comme qu'elle a dit, hein, elle peut ne pas être OK avec ce qu'on lui propose. Et pour nous, mhm, en tant que professionnels, ça doit être OK aussi. Mais mhm, ce n'est pas de nous laisser engluer dans mhm, une lecture binaire de la situation entre mhm, victimes, coupables, culture protectrice et culture à risque. C'est vraiment mhm, de les amener à sortir vraiment de ces clichés-là, de ces schémas de pensée. Et donc, notre rôle va permettre d'apporter de la mhm, clarté dans le flou qu'ils vivent et aussi de les rappeler que la protection de l'enfant, ce n'est pas s'opposer aux parents ou de prendre un parti pris pour un des parents et mhm, aussi ben, essayer de trouver un équilibre entre deux univers qui sont pour le moment en désaccord. Justement, dans ton laïus précédent, Kayla, tu parlais aussi de la posture du médiateur, parce que justement, pour faire cette médiation-là, il faut quand même avoir certaines aptitudes, notamment la neutralité bienveillante. Ça veut dire, ben, on n'écoute pas pour juger, on écoute activement pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre ce qui se joue, pour mhm, comprendre les zones d'ombre, pour comprendre les tensions et aussi les accueillir mhm, sans vraiment juger, sans parti pris. Même si en tant que, moi dans mon cas, même en tant que relais communautaire, si par exemple, je viens d'un pays à risque aussi, mais mhm, ce n'est pas pour autant que si je me retrouve dans une situation où la dame vient du même pays que moi, que je prendrai son parti. Je ne suis pas là pour faire la justice, je suis là pour ramener de l'harmonie. mhm, Il y a le respect aussi des appartenances culturelles. mhm, Euh, un, un couple mixte, ça peut être un couple de deux pays à risque, hein, comme d'un pays à risque et d'un pays où la pratique n'est pas partagée. C'est aussi vraiment pouvoir accueillir ces appartenances culturelles-là sans vraiment stigmatiser, sans vraiment juger
et puis permettre aussi justement de ramener le couple, comme tu viens de le dire, Kayla, de ramener le couple à l'essentiel. Là, on est là vraiment pour la protection de l'enfant. On accepte votre culture, on accepte vos opinions, mais aussi, justement, c'est là où il est important de rappeler aussi les lois du pays d'accueil. Même si dans un pays à risque, il n'y a pas de loi par rapport à l'interdiction de la pratique, on est quand même dans un pays, en Belgique notamment, où il y a cette interdiction, pouvoir rappeler ça aux parents, mais de manière bienveillante. Comme on vient de le voir aussi dans les sondages, la loi n'est pas là pour punir, la loi est là pour protéger. Et tout ça vraiment dans une perspective de soutenir la coparentalité, surtout dans ces situations de séparation et de conflit. Et il faut noter aussi que la question de l'excision est particulièrement sensible. Et donc, vraiment, le professionnel doit pouvoir aussi se décentrer parce que la plupart des relais communautaires, la plupart, je dis, nous venons des pays à risque et donc pouvoir se décentrer et ne pas et faire attention aussi à nos propres résonances pour ne pas vraiment venir influer l'harmonie qu'on cherche à établir au sein de cette famille-là. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport à ça. Merci beaucoup, Abby et Keila. Pour cette première situation, si Keila, tu permets, c'est qu'on peut dire que, en tout cas, cette médiation a permis d'avoir un jugement qui permet aux deux parents d'avoir une garde alternée et que, voilà, ça s'est terminé comme ça. Je ne sais pas si tu as quelque chose que tu peux rajouter pour clore ce premier sujet qu'on avance. Je vois que le temps avance, on est déjà 15h10, 15h07. Ou est-ce que euh, on peut passer à la situation suivante, sachant que pour le public, vous pouvez préparer vos questions et qu'on reviendra après la deuxième situation et peut-être la troisième si le temps nous permet. Oui, effectivement, donc je ne vais pas aller plus, plus en détail. On a parfaitement bien fait le tour de l'idée que nous, Oui. si jamais on vient nous contacter, et vous-même en tant que professionnel, bien garder à l'esprit qu'on va essayer de traiter les deux parents à égalité, qu'on va être transparent dans nos démarches, donc, et que la médiation va pouvoir avoir lieu, mais uniquement effectivement dans un contexte de Ouais. non-violence qui est un cadre non négociable pour nous Mhm. et qui aussi légalement, hein. Donc Oui. on sait que il faut éviter de proposer des médiations quand il y a des violences conjugales, hein. Donc ici, on Mhm. n'est pas dans ce cas de figure, donc c'est important de bien distinguer les deux. Merci. Merci beaucoup, Keila. Donc, on va essayer de continuer. Alors, je vais repartager mon écran pour mettre la deuxième situation qui va nous permettre alors, donc, mode de présentation. Non, voilà là. Donc, mhm. Je n'arrive pas à mettre le deuxième écran. Bon, tant Tu pis. veux que j'essaye ou ça va? C'est juste que j'ai... Attends, je vais voir si je fais ici. Vous voyez toujours mon premier écran et pas le deuxième. Euh, Voilà. Donc, nous allons continuer ici avec la deuxième situation. Pour cette fois-ci, c'est un couple de même pays. Donc, c'est un couple égyptien qui est séparé et qui vit en Belgique.
et ils ont eu deux jumelles âgées d'une dizaine d'années. La garde des enfants est confiée à la mère et le père a saisi le tribunal de la famille et a obtenu l'interdiction de tout voyage des filles en Égypte évoquant un risque d'excision. Donc là, le jugement, il est déjà fait. Différent de la première situation où là, on a été saisi pendant que au moment où le tribunal a été, le saisie était en cours, là, on a été contacté. Mais là, cette deuxième situation, eh ben, c'est que le jugement est déjà tombé, donc il y a une interdiction. Et pour le père, étant conscient du risque d'excision dans son pays, il a jugé nécessaire de pouvoir interdire à la mère de voyager avec les filles. Donc, il évoque le taux élevé d'excision en Égypte et dit que la maman, la mère est aussi est excisée. Et pour la mère, elle affirme être opposée à l'excision et se sent injustement soupçonnée. Donc, on voit bien tout à l'heure, dans ce qu'on a entendu avec les deux interventions, on se rend compte que l'importance de la communication dans le couple par rapport à une telle problématique, c'est important. Ici aussi, on voit qu'il n'y a pas eu en tout cas, on n'a pas l'impression qu'il y a eu une communication dans le couple par rapport euh, au problème. Donc, pour analyser cette situation, je vais aussi demander une nouvelle fois à Jeanne de lancer la prochaine question. Dans cette situation, est-ce que votre premier acte, ce serait de contacter la justice immédiatement ou pas? Jeanne, si tu as suffisamment de réponses, tu peux partager, s'il te plaît. Ok, voyons 55% dit oui, 36% autres et 9% non. Kayla, qu'en penses-tu? Donc, effectivement, les réponses sont assez partagées. Donc, Mhm, ici, ce qui n'est pas évident du tout, c'était que euh, les deux sont venus nous contacter. Donc, c'est aussi tiré d'une mhm, situation qu'on on a suivie. mhm, Et il y a réellement eu une décision en justice. mhm, Donc, et ce qui se passe, c'est que le juge donc s'est prononcé euh, mhm, et donc la mère, une fois qu'elle a eu le jugement, est venue nous voir. Et donc pour faire bref, c'est que si on lit le jugement, je vais me permettre de le lire, donc on l'a pas mis dans le... mhm, Mais je vais juste le lire pour vous le jugement. mhm, Alors, parce que c'est intéressant, on appelle le dispositif, donc la manière dont le juge explique la décision et pourquoi il motive sa décision de cette manière, hein. Donc, là, je vais vous le lire. Alors, le jugement dit, si madame semble avoir pris conscience du caractère inadéquat de cette pratique qui constitue une grave atteinte à l'intégrité physique d'une personne, elle n'apporte aucun élément de nature à rassurer le tribunal quant à l'absence de risque pour les enfants communs. En effet, la circonstance qu'elle ait subi elle-même une mutilation génitale tend à démontrer que sa famille, parents et ses proches ont adhéré à cette pratique. Aucun élément ne permet d'affirmer que la famille et les familles de madame se seraient détournées de cette pratique et ou auraient modifié leurs convictions à cet égard. La circonstance qu'elle projette de passer ses vacances dans son village d'origine représente à cet égard un facteur de risque supplémentaire. En effet, il n'est pas rare d'entendre que des petites filles rentrées dans leur pays d'origine ont été soumises à des mutilations génitales
à l'initiative de proches, même sans l'accord du parent présent. Dans ces circonstances, le tribunal considère qu'il existe un risque sérieux que les enfants soient soumis à un préjudice grave et non réparable que constituent les mutilations génitales, et la demande d'autorisation du voyage sollicitée par madame est déclarée non fondée. Donc, ce qui est important de retenir ici, vous voyez, c'est que je lis ce que le tribunal dit. Hein. Donc, le tribunal, le juge des familles, donc c'était devant le juge, c'est dans le cadre de l'exercice de l'autorité parentale, et ici, l'autorisation de voyager, le père avait refusé, il a été devant le juge pour dire que non, il ne veut pas que les filles voyagent. Et donc, ce qui est important, c'est que le juge tient compte et considère que il comprend que madame est contre l'excision. Il ne remet pas ça en cause. Mais il dit que c'est la famille, là-bas, dans le pays d'origine, qui pourrait être à risque. Et parce que il est déjà rapporté et beaucoup de professionnels sont informés que parfois l'excision peut se faire sans l'accord des parents. Et c'est ça la difficulté. Et c'est pour cette raison que dans cette situation, je reviens, et donc je vais clôturer par le détectomètre. Donc je fais vraiment la publicité. Et dans ce détectomètre, on objective le risque et on dit que quand on voyage, parce que dans ce détectomètre, on n'empêche pas le voyage dans le pays, mais on dit il faut préparer le voyage. Voilà ce qu'on dit. On dit qu'il faut préparer le voyage. Et donc, en gros, ce qu'on dit, c'est qu'il faut faire un certificat de non-excision avant le départ des filles et un certificat de non-excision au retour. Il faut, dans l'entretemps aussi, il faut avoir un entretien avec la mère pour lui expliquer les dangers de l'excision, pour s'assurer qu'elle est bien comment dire, elle est bien sensibilisée, mais aussi lui expliquer qu'est-ce qu'elle peut mettre en place dans le pays d'origine pour protéger ses enfants contre l'excision. Hein. Donc ça aussi, il faut bien qu'elle nous donne certaines garanties. Hein, et qu'elle sache comment est-ce qu'elle pourrait réagir s'il y avait ce risque-là. Et aussi faire comprendre à sa famille s'il y avait ce risque-là. Et lui faire également signer un engagement sur l'honneur de ne pas exciser. Donc ça, c'est ce que le GAMS propose. Donc ça, ce n'est pas... mais on propose ça, évidemment, avant qu'il y ait ce genre de jugement. Voyez. Et donc, le problème, c'était que madame n'avait pas fait tout ça avant. Elle avait fait, une fois qu'elle avait eu le jugement, elle a essayé de faire ça, mais c'était trop tard. Parce que si elle avait fait ça avant, elle aurait pu, et le GAMS aurait pu l'appuyer en disant, regardez, il y a effectivement, madame, elle est déjà suivie depuis plus longtemps chez nous, et elle est déjà consciente qu'il faut mettre des mesures pour protéger ses filles aussi par rapport à ses parents. Et donc, voilà les mesures qu'elle a mises en place qui seront en fonction de sa situation. Mais ça, comme elle n'avait pas fait, bah, elle s'est retrouvée, et c'est souvent ça le problème avec beaucoup de parents, et ça va ce genre de jugement, ça va arriver malheureusement, ou, enfin, ça dépend, quelque part, c'est aussi une prise de conscience, ça va arriver souvent. Si le parent pense qu'il va pouvoir protéger seul l'enfant, c'est ça qui va être compliqué. Parce que on rappelle, et là je vais raccourcir, l'excision reste quand même une violence qui s'inscrit dans un système. Et donc c'est vrai qu'un parent seul, peut-être, le tribunal peut se dire, mais comment est-ce qu'elle va faire seule pour protéger? Tandis que si le parent dit, mais écoutez, derrière moi, j'ai le GAMS, j'ai des associations, j'ai l'école, j'ai un médecin, etc., etc., le tribunal verra que le parent n'est pas seul et que le parent a pris conscience du danger aussi par rapport à sa famille. Mhm. Bien. Je vois que le temps file, on est presque à 15h20. Est-ce que rapidement, Abby, tu as quelque chose à rajouter sur ce que Kayla a dit par rapport à cette situation, à Ben, ce très niveau-là? rapidement, j'ai pas grand-chose à rajouter. Oui, c'est vrai que moi, je n'ai pas particulièrement rencontré cette famille, mais de prime abord, j'étais d'accord avec les sondages. Il Mhm. faut justement tout de suite alerter les autorités judiciaires parce que Madame, vu son arrière-plan culturel, son pays d'origine et le fait même qu'elle elle-même a été victime de l'excision et sachant que l'excision, c'est pas la seule volonté des parents, mais ça a une échelle plus élargie de la famille et même de toute la communauté. Madame se trouve vraiment dans une position extrêmement vulnérable. Mhm. Et
moi, en tout cas, en lisant cette vignette, je me dis, mais comment est-ce qu'elle va faire pour protéger ses enfants? Mais comme Kayla vient de le dire, effectivement, il y a des choses à faire en amont. Si c'est tout ce qu'il fallait faire, si elle avait mis quand même des choses en place en amont, en venant voir le GAMS, en participant vraiment aux activités, en étant déconstruite et en ayant quand même des outils de comment est-ce qu'elle peut protéger ses enfants, ça aurait pu l'aider dans ce cas-là. Mais malheureusement, ça a été fait après. Mais on espère que, voilà, elle aura compris et qu'il y aura quand même peut-être des mesures d'assouplissement qui vont lui permettre. Parce que l'enjeu aussi, ce que j'allais rajouter, l'enjeu pour les enfants ici, c'est qu'ils sont quelque part aussi coupés de leur famille plus élargie. Et il y a aussi une question identitaire pour les enfants ici. Quand est-ce qu'ils vont pouvoir rencontrer la famille de l'autre côté? Il y a cette question aussi qui se pose par rapport aux enfants, d'où la nécessité d'être informé sur la question, d'être informé sur les lois en vigueur en Belgique et d'être informé aussi sur la nécessité de protéger les enfants quand on envisage retourner dans le pays d'origine. Voilà, c'est ce que j'avais à rajouter. Merci, Abby. Donc, je vais revenir vers toi, Jeanne, pour que tu lances la prochaine question. Donc, vraiment, là, c'est vous demander, après tout ce que vous avez entendu ici pour cette deuxième situation, euh, l'interdiction judiciaire du voyage des enfants au nom du principe de précaution est justifiée, acceptable, mais strictement temporelle, ou disproportionnée, ou vous êtes sans avis. Donc, on a 43% pour justifier et acceptable, mais strictement temporel avec révision, et 14% disproportionné. Donc là, je vais me tourner vers la juriste pour qu'est-ce que tu penses de ces résultats du sondage? Oui, donc par rapport à ce que je peux comprendre hein, pour les gens Mm, qui disent disproportionné, mais maintenant c'est vrai que euh, mm, beaucoup aussi disent que c'est acceptable. Et donc, ici, dans ce genre de situation, ce qu'on peut proposer, c'est revenir à la mère. Donc, c'est de nouveau voir avec le père et la mère si on ne peut pas trouver un terrain d'entente et nous être un petit peu un médiateur dans cette situation et sur base de ça de faire une proposition commune devant le tribunal et donc ça ce serait une possibilité et donc avec ce que je vous ai dit, ce qu'on appelle la préparation au voyage, si mhm, les deux parents sont d'accord. Ce serait ça notre proposition. mhm. Est-ce que tu dis, donc, si j'ai bien compris, cette interdiction, elle n'est pas définitive, elle peut être revue, Ah oui, oui. à quel moment et comment? Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que comme ils sont devant le tribunal de la famille, donc Mhm, ils sont encore, ils n'ont pas, bon, ici, c'est parce que dans ce cas spécifique, le tribunal n'a pas clôturé sur toute une série de questions liées aux enfants, et donc ça peut toujours revenir. Hein. Donc, mhm, la question de séjour à l'étranger peut toujours revenir. Donc, c'est mhm, aux parents de nouveau ressaisir. C'est eux qui décident mhm, de ressaisir les autorités. Et donc, c'était ça la proposition qui pourrait être faite à la mère, c'est de mhm, trouver un terrain d'entente et nous avec le père parce que si elle ne peut pas voyager, lui non plus ne peut pas voyager en Égypte. Ils sont mhm, tous les deux égyptiens, hein. Donc il ne peut pas mhm, non plus voyager avec, avec ses filles en Égypte. Donc lui mhm, aussi, il se trouve coupé de sa famille et la possibilité de mhm, voyager avec ses enfants en mhm, Égypte. Donc ce serait trouver ce terrain pour tous les deux. Hein. mhm, Euh, et dans l'intérêt évidemment toujours l'intérêt supérieur des filles avec évidemment ces garanties hein, que mhm, effectivement ils s'inscrivent dans comment protéger leur enfant et également mhm. par rapport à leur famille proche et quelles mesures ils mettront en place pour Ok, protéger par rapport à leur famille proche. ok. Merci beaucoup, Kayla. Jeanne, je vais te demander de lancer la troisième, le, troisième, non, le dernier sondage de cette situation, s'il te plaît.
Donc, selon vous, en tant que professionnel, quel facteur décisif pour envisager la levée ou l'assouplissement ultérieur? Et là, je pense que on a un peu spoilé parce que Kayla l'a fait avant, mais on va voir si vous avez pris le temps D'écouter. d'écouter. Voilà, on voit que c'est un peu partagé entre garantie écrite véritable, 33%, évolution cohérente du discours familial, 33%, attestation de non-intentions, 56%, accompagnement par un tiers de confiance reconnu par les parents. Donc, je pense que c'est un peu ce que tu disais en fait. Donc, c'est vraiment être attentif à différents niveaux, Et hein. surtout travailler en réseau aussi, Et la c'est ça. question réseau, travailler avec le médecin, avec peut-être Mhm, voir avec un centre médical, avec le GAMS aussi. mhm, Donc mhm. c'est aussi, n'oubliez pas de travailler en réseau en fait. Ouais, d'accord, merci. Je te demande, Jean, de continuer avec les sondages. Donc, risque principal de la communication avec la justice est mal géré. Si est-ce que c'est une rupture de confiance? Est-ce que c'est une stigmatisation communautaire accrue? Est-ce que c'est une escalade judiciaire ou c'est un reflet de coopération des deux parents? Euh, Jeanne, tu peux proposer les résultats, s'il te plaît? Alors, rupture de confiance, 43%, stigmatisation, 29%, escalade, 14%, ainsi que retrait de coopération des deux parents. Abi, qu'est-ce que tu penses de ce résultat? Abi? Voilà, j'avais un bug. Ben, moi, je trouve que ben, pour toutes les personnes qui ont voté pour les différents points, je pense que de toutes les façons, tous ces points se retrouvent dans la rupture de confiance mère-institution. Parce que, pourquoi? Dans un premier temps, la mère peut être suspectée, elle peut se sentir suspectée à vie de ne pas Mhm, être, de ne pas être capable de protéger ses enfants. mhm, Elle peut aussi avoir ce sentiment de ne pas être reconnue même dans sa volonté de protéger ses enfants et aussi être traitée uniquement. Elle peut avoir la perception qu'elle est traitée mhm, uniquement mhm, selon sa culture. C'est comme ça mhm. parce que sa culture, voilà, ça vient de sa culture et c'est comme ça. Et ça peut conduire à une stigmatisation de même sa communauté. Et ça peut permettre aussi à cette femme d'avoir un repli sur elle par rapport à la loi du pays, de se dire, ben, même dans une autre situation, d'avoir du mal à demander, je ne veux pas dire l'aide, mais à demander la contribution de l'appareil judiciaire parce que, bon,
elle va se voir comme, elle va se braquer contre toute une institution parce qu'il y a eu un problème où ben, la communication a été mal gérée. Donc, pour moi, ben, tous les points sont OK, quoi. Tous les points du sondage sont OK. Mhm. Ok. Merci beaucoup, Abby. Merci au public d'avoir participé au sondage. On voit que le temps file. On aurait voulu vous donner beaucoup plus de temps d'échange pour les 30 prochaines minutes. Donc, je vais départager mon écran et ouvrir le débat maintenant. Après, on fera une petite conclusion vers la fin et peut-être résumer un peu ce qu'on avait prévu pour la troisième situation. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez poser vos questions soit dans le chat ou lever votre main à partir dans le chat, soit dans le chat, soit lever votre main à partir de, c'est quoi encore, où est ça? C'est comme en réaction, je ne le vois pas devant moi. Pour lever sa main dans le chat, tu sais c'est où encore? Ah, Euh, c'est dans réagir. Donc, dans oui, réagir, réagir, oui. vous pouvez lever votre main. Donc, vraiment, merci d'avoir vraiment participé au sondage et merci à Abby et Keila pour les éléments rapportés par rapport à ces deux situations. La parole est à vous. N'hésitez pas si vous avez envie de partager une expérience, poser des questions, on est à vous. Et nous. Je vois, il y a une réaction de Adera. Je sais pas, j'espère que j'exprime. Elle a dit tout ce qui concerne l'excision est un couteau à double tranchant. Oui. Est-ce que peut-être qu'elle veut clarifier ce qu'elle a voulu dire par là ou expliquer peut-être. N'hésite pas. Il faut juste ouvrir le micro. C'est pas nécessaire d'ouvrir la caméra hein, si vous n'êtes Ouais. pas. Bintou, tu es là pour nous éclairer sur ce que tu viens d'affirmer dans le chat? Oui, bonjour Mariama, bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Oui, je dis tout ce qui concerne l'excision est un couteau à double tranchant parce qu'on protège les enfants et en Mhm. quelque sorte on est coupé. Mhm. Et les enfants, en quelque sorte, elles ne comprennent pas. Mhm. Comme Kayla avait dit tantôt, Mhm. déjà les parents qui sont de l'autre côté, les enfants ne les verront. On ne sait pas jusqu'à l'âge de 18 ans peut-être. Mhm. Et si le bon Dieu les garde pendant longtemps, ça c'est un. Mhm. Et deux, et c'est pas facile aussi de dire à l'autre côté, oui, on ne pourra pas amener les enfants parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ils vont pas comprendre. Il y aura un tout petit peu de rejet. Ils vont Mhm. penser, tantôt peut-être c'est la femme qui pousse le mari à faire ça. Même si le mari est partant, l'autre côté va penser ça. La famille du côté du mari va penser, oui, c'est elle qui insiste. C'est elle qui pousse le mari à protéger les enfants. Donc, voilà, on va pas voir nos petits-enfants pendant très longtemps. Même pas très longtemps, peut-être on va pas les voir. Ça, Mhm. c'est la première réaction. Donc, la femme, d'un côté, elle protège les enfants, mais elle a un peu mal. Si je dis mal, pas psychologiquement, mais mal du côté de la famille, parce qu'elle serait un peu écartée. Ok. Écartée de tout ce qui est Mhm. la vie sociale du côté du mari. Mhm. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce qu'on Comme je parle pense que. vraiment de l'excision, parce qu'on est en Belgique, ici, on parle, il y a beaucoup de choses dont on parle, mais en Afrique, c'est autre chose, hein. Dans les pays concernés, c'est autre chose. Mhm. Et on ne le cache même pas. Donc, on protège les enfants, oui, on les protège. Mais nous, on serait privés de nos petits-enfants, en quelque sorte. Quand on avoue, c'est ça qu'ils ont comme réaction. On serait privés de nos petits-enfants. On va pas les voir. Et en quelque sorte, c'est vrai aussi. Et il y a beaucoup d'enfants qui disent, oui, j'ai envie de voir mamie, j'ai envie de voir papy. Mhm.
oui, c'est vrai, vous pouvez voir papy, vous pouvez voir mamie, mais il faut attendre un peu. Il faut les faire, je sais pas, un lavage de cerveau psychologiquement pour leur faire comprendre, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et à force de dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il peut y avoir un repli. Les enfants vont penser, oui, je vais pas là-bas parce qu'on me fait ça, en quelque sorte. Donc, c'est un couteau à double tranchant. Alors que c'est la protection totale de l'enfant, en quelque sorte. Mm. Ouais, Voilà, merci. c'est ça. Bintou, on voit bien ici l'importance de la communication aussi, c'est ça, parce que nous, au GAMS, justement, c'est pour ça qu'on dit on n'est pas là pour empêcher un voyage. Au contraire, justement, on essaie de pouvoir mettre en place des choses qui pourraient permettre ce lien entre les enfants, les familles avec leurs grands-parents. Mais c'est pour ça qu'on travaille avec les personnes de quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place quand on voyage pour pouvoir protéger l'enfant. Donc, Kayla parlait tout à l'heure hein, de la préparation du voyage pour signer l'engagement. Il y a le passeport, par exemple, qu'on donne aussi un passeport qui explique en fait c'est quoi la loi en Belgique, qu'est-ce qu'elle dit, comment, et que des choses qui peuvent aider à la famille. Et puisque les familles aussi connaissent les membres de leur famille, ils savent qui pourrait être plus réticent, donc à qui. Donc, c'est avec ça, on va essayer de mesurer tout ça pour savoir est-ce que c'est le bon moment d'aller, est-ce qu'il peut-être aller pour une première fois, essayer de sonder la famille pour voir où en est la famille, parce qu'on n'est plus là-bas, on ne sait pas aussi quelle est l'évolution des familles, pour savoir est-ce que il y a un moment donné, je pourrais venir avec mes enfants pour voir la famille, pour voir les grands-parents. Donc, est-ce que vous avez des questions? Oui, il y a Abby qui veut parler. Euh, Oui, moi je comprends très bien l'inquiétude de cette intervenante quand elle dit que c'est un couteau à double tranchant parce qu'en effet, il y a la volonté, parce qu'après avoir été déconstruit par rapport à la pratique de l'excision, on a envie de protéger ses enfants. Mhm, Il y a vraiment cette volonté de vouloir protéger ses enfants et ce conflit de loyauté envers sa propre famille, envers sa propre communauté. Mais j'ai envie de dire aussi à cette intervenante de peut-être aller rechercher, je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième webinaire où l'intervenant, où c'est Bobo qui intervenait par mhm, rapport justement à qu'est-ce qu'il faut mettre en place, à des outils justement pour mhm, pouvoir sensibiliser la famille de l'autre côté. Donc, on peut vraiment utiliser ce qui se passe là maintenant, le fait de vouloir voir les petits-enfants et de voir que vraiment c'est impossible à cause de la question de l'excision, ben, cet aspect-là peut être utilisé comme un levier pour pouvoir sensibiliser la famille de l'autre côté et rajouter aussi les autres points que Bobo avait ajoutés bon, dans sa pratique de sensibilisation, en tout cas de sa famille et de la protection de ses filles. ok. Merci. Oui, je crois que c'était moi qui étais la deuxième intervenante du webinaire. Ouais, c'est le premier atelier où il y avait Bobo. Oui, mais voilà, je sais tout ce que vous êtes en train de dire parce que c'est des choses. Ici en Europe, comme Mhm, Kayla a tout expliqué, c'est des choses. En Afrique, c'est autre chose, hein. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est pas ça. Même avec la sensibilisation, c'est pas ça qu'eux, ils ont dans la tête, hein. Sensibiliser, c'est vrai. On peut les sensibiliser. Il y a quelques-unes dans la famille qu'on peut sensibiliser, mais c'est pas tout le monde, hein. mhm, Donc, c'est deux choses vraiment différentes, hein. C'est vrai qu'il y a la sensibilisation, c'est vrai qu'on peut essayer d'expliquer, il y a des tabous, il y a ça, oui, c'est pas ça, mais ça, c'est entre nous ici en Europe. Mais en Afrique, ça, c'est autre chose, hein. C'est pas n'importe quel grand-parent qui va s'asseoir, écouter. Et voilà, on est en 2025, cette pratique, on ne le fait plus. Non, c'est pas mhm. n'importe quel grand-parent qui est capable d'écouter ça, hein. Carrément, on va te virer, on va te virer de là, hein. Je comprends bien ce que tu dis, Bintou. Voilà. Oui. Je comprends, Sinon, mais je suis relégante, hein. Je suis ouais, formée et puis ouais. j'ai les mots pour sensibiliser. Même mes copines en Afrique, je les sensibilise, hein. Mais ça, c'est autre chose, hein. Par exemple, la Maintenant, maman de ma copine, je ne pourrais jamais la sensibiliser. Ça, oui. je vous dis. Oui, maintenant, ce qu'il faut comprendre ici, ben, nous avons aussi nos propres expériences hein, en tant que professionnels, en tant que relais communautaire, en tant qu'avocat, et que c'est parce que
Il faut voir aussi, euh, et ça dépend aussi de quel pays on parle. Là, quand t'entends parler, toi, tu es originaire du Mali, on sait qu'au Mali, il n'y a pas de loi. Déjà, on sait que donc il y a pas de loi contre l'excision. On sait que pour le moment, engager le dialogue n'est pas si simple. Dans d'autres pays, il y a déjà des lois, il y a des sensibilisations, comme tu dis, mais que au niveau impact, on le voit moins. Mais nous, on voit ici des familles qui préparent le voyage, qui partent et qui reviennent et que l'enfant est intact parce que déjà, il y aura des examens qui se font avant le départ, des examens qui se font, des examens médicaux de l'enfant qui se font après le retour. Maintenant, ce qui est sûr, en tout cas pour les personnes qui frappent à nos portes avant d'envisager un voyage, donc on sait qu'ils voyagent jusqu'ici. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de cas, mais Kéla, tu me diras si je dis de bêtises, il y a moins de cas d'excision pour ces personnes qui ont déjà été préparées au voyage et qui partent et reviennent. Maintenant, oui, ça dépend aussi dans quel pays ils vont. Est-ce qu'il y a déjà des mécanismes qui sont mis en place dans le pays qui peuvent faciliter la protection de l'enfant avec les parents, parce que c'est ça aussi. Et dans cette brochure de passeport, on met les adresses des institutions locales qui peuvent aider donc pour s'assurer que si au niveau familial on a du mal, de ne pas rester tant qu'on peut pouvoir agir d'agir. Donc, on est bien conscient que dans tous les pays, c'est pas la même chose et que nous, on partage nos expériences. Donc, voilà. Donc, il y a ce fait-là et on sait qu'au Mali, c'est encore très, très difficile le dialogue. Je vois que le temps file. Euh, je vais essayer de passer la parole à Karim qui voulait prendre la parole depuis quelques minutes. Bonsoir, Madame Ba, bonsoir, chère intervenante. Bonsoir, Karim. Bonsoir. J'interviens par rapport aux premières thématiques qui était un couple mixte dont le monsieur est guinéen, la dame est marocaine. Mhm. Suite à une menace venant de la part de la famille du monsieur, la dame s'est opposée euh, au voyage de son enfant dans le pays d'origine de son père. Moi, effectivement, moi-même, étant donné que je suis marié avec une personne dont on n'a pas les mêmes nationalités, mais nous venons tous des pays à très forte prévalence de l'excision. Si, s'il y a une menace quelconque de nature quelconque, que ce soit verbale ou intentionnelle, je ne crois pas si je pourrais accepter que ma fille voyage dans une telle nation parce que je n'en ai aucun moyen de la protéger. Et je dis ça parce que j'ai eu affaire une fois, au cours d'une discussion banale, d'une dame que je connais très bien, qui a une fille qui est rebelle. Sa fille, elle est rebelle, elle n'arrive pas à maîtriser sa fille. Donc, pour elle, l'un des meilleurs moyens pour maîtriser sa fille, c'était de l'exciser. Elle le disait dans un ton colérique, elle était énervée, et cette dame, nous venons du même pays, hein. Elle était énervée, sa fille sort, sa fille ne respecte pas. Elle dit, OK, sa fille n'était pas là, elle n'a pas dit en présence de sa fille, mais moi j'étais assis. Elle dit, OK, comme c'est comme ça, je vais la prendre, nous allons rentrer au pays, je vais l'exciser. Et ça, le plus gros problème est que beaucoup de personnes, malgré que de nos jours, il y a eu plusieurs formes quand même de sensibilisation. Les dégâts liés à l'excision sont quand même assez explicites de nos jours. Il y a énormément d'organisations qui essayent de sensibiliser les gens sur les méfaits liés à cette pratique. Beaucoup de personnes, surtout des dames, bien même des messieurs, y croient à la valeur fondamentale de cette pratique-là. Y croient. Et si tu as un enfant avec une personne dont vous êtes de nationalité différente et que dans le pays de l'un ou de l'autre, il y a une très forte prévalence de l'excision,
je crois faire voyager cet enfant est quand même courir un très gros risque. Sincèrement, faut vouloir la faire voyager dans ce pays est vraiment un très, très gros risque. Moi-même, personnellement, ma propre maman croit énormément aux vertus de l'excision. Mhm. Elle y croit énormément. On en parle. Fort malheureusement, mon éducation ne me permet pas de tenir un certain ton vis-à-vis d'elle. Mais si j'entends certains propos, ça me choque énormément. Et le plus souvent, ça ne vient pas d'elle, ça vient des personnes aussi qui poussent. Comme vous avez dit tantôt, euh, dans certains pays, l'excision est une pratique, c'est-à-dire dont la fin de l'échelle est invisible. C'est-à-dire que ça quitte deux fois du sommet jusqu'au bas. C'est-à-dire, les décisions sont deux fois imposées même aux parents, qui ne souhaitent pas peut-être probablement faire la violence, donc, comme par exemple nous autres qui ont eu la chance de fréquenter les GAMS, qui ont eu la chance de voir des projections de vidéos, d'écouter des personnes qui sont victimes de cette pratique. Je pourrais dire plus ou moins nous sommes suffisamment quand même alertés par rapport aux conséquences de cette pratique. Mais des fois, on te l'impose. Tu es là, on te l'impose et que tu n'as absolument aucune force ni aucun pouvoir de t'en sortir. Donc, sauf les personnes qui savent le poids de cette pression peuvent comprendre. Par contre, d'autres personnes qui ne connaissent pas le poids d'une telle pression, des personnes qui sont habituées plus ou moins à une liberté qui est assez forte, parce que le pays dans lequel ils vivent, le droit est assez puissant, et ils ne savent pas comprendre. Mais il faut toquer un peu au pays, le Mali, la Guinée, par exemple, un peu les pays des cornes de l'Afrique, le Burkina. Et ils savent que malgré leur bonne volonté, ils ne pourront rien. Et si ces genres de personnes se retrouvent dans une nation où ils ont la chance plus ou moins de protéger la virilité de leurs filles et surtout, surtout la santé de leurs enfants, je crois courir le risque pour aller juste faire une vacance est vraiment mal placé. Donc, c'était juste une petite intervention que je voulais faire par rapport à ça. Et voilà. Merci beaucoup, Karim. Je voudrais Merci. juste rappeler que pour la première situation, c'est vrai que Madame a parlé de crainte, mais nous, comme Kayla l'a dit, je l'ai accompagnée avec cette situation, mais la crainte n'était pas fondée. Des fois aussi, c'est pas, il y a cette peur, j'entends bien en tant que parent qu'on peut avoir une peur parce qu'on ne connaît pas ce qui se passe dans ce pays. Parce que est-ce que j'ai beaucoup voyagé ou pas, ou peut-être parce que je connais la famille et je sais la position de la famille. Donc, je vais peut-être demander à Kayla et Abby si vous avez envie de réagir par rapport à ces interventions. Euh, oui, moi je vais prendre la situation de manière plus globale et ne pas vraiment être sur la situation en tant que telle. Et par rapport à l'intervention de Monsieur Karim, effectivement, je ne sais pas si on aura le temps d'aborder notre troisième vignette. Effectivement, il vient vraiment avec cette problématique-là où les deux parents viennent de deux pays à forte prévalence de l'excision. Et comme l'intervention aussi de Madame Aïdara, effectivement, il y a des familles avec lesquelles on peut avoir la discussion. Il y a des familles où c'est devenu tabou, on n'en parle pas, c'est comme ça, un point, c'est tout. Mais il y a le fait aussi que, comme tu le dis, Mariama, il y a des pays où il y a déjà des dispositifs pour vraiment en vigueur, comme au Burkina, il y a quand même un dispositif en vigueur, même si qui est quand même assez répressif, parce que quand une pratique de l'excision est dénoncée, les personnes vont directement en prison. Mais n'empêche que ben, l'excision perdure dans le pays. Donc, c'est vrai que le risque, il est très élevé, mais en même temps, j'ai envie de dire, ben, on continue la lutte. C'est pas pour autant qu'on doit baisser les bras, on doit continuer à sensibiliser. Ben, peut-être que la grand-mère aujourd'hui, elle ne va pas entendre, demain, elle ne va pas entendre, et puis peut-être la centième fois, elle entendra. On n'en sait jamais. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est toujours encourager, mais de manière bienveillante. On ne peut pas aller imposer à nos parents, oui, nous, on est en Europe aujourd'hui, oui, nous, on a été instruits, oui, c'est nous qui connaissons, oui, c'est pas comme ça.
vraiment utiliser la posture professionnelle, même quand c'est familial, pour accueillir ce qu'ils disent et puis aussi donner les informations. Moi, par exemple, avant d'arriver en Belgique, je ne connaissais pas l'infibulation. Pour moi, c'est ce qui est pratiqué chez moi que je connais. Et je pense que le premier gynécologue que j'ai vu ici en Belgique m'a dit que je suis une femme infibulée. Donc, je croyais que j'étais une femme infibulée, pas seulement excisée, mais infibulée, parce que je ne connaissais pas. C'est un terme que je ne connaissais pas. Je n'ai jamais vu des images de l'infibulation jusqu'à ce que je vienne au CAMS. Et puis, je me suis dit, ben, OK, ben, il m'a plus traumatisée qu'autre chose, quoi. Et je suis sûre que nos parents continuent de perpétuer justement cette pratique-là parce que, ben, enfin, généralement, nos mamans et nos grandes sœurs, nos tantes, parce qu'elles ne connaissent pas les effets néfastes à long terme de cette pratique-là. Donc, j'aimerais encourager tout le monde à continuer quoi, la sensibilisation, parce qu'en dehors de la sensibilisation, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, c'est vrai qu'au Burkina, il faut dénoncer, la personne part en prison, mais moi, je n'étais pas du tout d'accord aussi avec cette approche-là. Parce qu'on a vu des femmes qui ont fait 3 ans de prison, qui sont sorties, qui ont repris leur lame, parce qu'elles n'ont pas été déconstruites. Moi, je ne suis pas pour la méthode de la répression, mais je pense que la sensibilisation et encore la sensibilisation, on arrivera un jour à éradiquer l'excision. En tout cas, c'est mon souhait. Okay. Merci, Abby. Il nous reste encore 10 petites minutes, donc je vais demander à Keila d'être un peu brève sur pour répondre Oui, juste à oui. ces interventions. Non, je ne fais que rejoindre effectivement et d'aller dans le sens de ce qui a déjà été dit et qu'effectivement on n'est pas naïf, on sait qu'il y a des prévalences, des pays où il y a 94%. Les 3 pays dont on a parlé, c'est quand même des pays où il y a 94%, 86%, où il y a un taux extrêmement élevé. On a aussi conscience de ça. Mais c'est là où, effectivement, c'est peut-être là où on peut reprendre cette casquette de la loi. Donc c'est vrai qu'on a dit qu'il y a une loi, hein. Donc on rappelle qu'ici en Belgique, il y a une loi qui dit que quiconque aura pratiqué l'excision peut être emprisonné. Alors ici, c'est pas l'objectif d'utiliser la loi en disant que on va vous punir, mais en disant que si cet enfant est excisé, elle ne pourra pas voyager. Et donc c'est ça aussi le win-win qu'on peut leur donner. Parce que beaucoup se disent, oui, mais on ne peut pas voir nos enfants. Mais c'est parce que vous n'offrez pas de garantie qu'il n'y aura pas d'excision. Voyez? Donc c'est aussi qu'ils doivent bien comprendre et se dire, oui, même si c'est dans les cultures, l'enfant maintenant est dans des pays où l'excision n'est pas autorisée. Et donc c'est ces pays-là qu'il faut en fait suivre. Et c'est ces pays qui décident si oui ou non l'enfant va voyager. Donc c'est là où vous pouvez aussi utiliser la loi pour dire que bah, cette loi prévoit que pour voyager, bah, il faut donner certaines garanties. Pour voir vos enfants, vos petits-enfants, il faut donner certaines garanties. Si vous ne donnez pas ces garanties, certificat de non-excision et comment dire, engagement sur l'honneur de ne pas exciser, eh bien, malheureusement, il risque d'avoir une impossibilité pour vous de voir l'enfant. Donc, c'est aussi ça qu'il faut bien faire comprendre à sa famille. Et donc, presque, c'est pas, c'est la loi qui est comme ça. Et c'est la loi qui est là pour protéger. Et donc, aussi très important, et dernier point, travailler en réseau, ne pas rester seul. Quand il faudra expliquer c'est quoi les dangers de l'excision, vous peut-être pas, mais demandez à un médecin de le faire, d'avoir une discussion avec la famille pour qu'il rappelle c'est quoi les dangers de l'excision, que tous les dangers qu'il peut y avoir, et pas vous retrouver peut-être un homme qui doit expliquer à sa mère c'est quoi les dangers de l'excision ou des situations comme ça. Donc c'est vraiment travailler en réseau. Voilà, c'était ce dernier point sur lequel je voulais... Ouais, je vais juste rebondir pour rappeler ce que Bobo avait dit. Je lui avais posé cette question justement. Je dis, te connaissant, nous venons d'une même communauté. Qu'est-ce que tu mets en place en famille? Parce que je sais que c'est une communauté qui est très à cheval aussi par rapport au respect des traditions comme l'excision et autres. Mais il a dit, mais j'ai dit que si c'est moi qui donne l'argent. Donc c'est ça aussi, c'est des fois, quel argument je peux utiliser pour pouvoir protéger mon enfant, parce que si moi je retourne, je suis en prison, ou je ne sais plus retourner parce que mon enfant a été excisé, ben, il n'y aura plus d'argent pour s'occuper de la famille. C'est ça aussi. Parce qu'il le dit clairement, il dit, j'ai utilisé ça pour dire à la famille, ben, si vous ne voulez pas écouter que c'est un problème de santé, ben, je vais vous dire qu'au niveau financier, ça peut être un problème parce que si moi, je ne suis plus capable
de soutenir la famille, ben, il n'y aura plus rien. Donc, il faut aussi, parce que c'est ça aussi, des fois aussi, ce sont des choses qui marchent. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, on dit, il faut évaluer ensemble qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble pour pouvoir protéger les filles et permettre aux enfants de pouvoir rencontrer leurs grands-parents ou la famille, connaître d'où ils viennent. Donc, je vais repartager mon écran pour qu'on puisse tous doucement conclure. Donc, en attendant, je vais demander à Keila quels sont les points d'attention pour les professionnels par rapport à des situations de conflit dans une situation de séparation. Oui, donc ça me permet effectivement de bien rappeler les pièges à éviter hein, lorsqu'on est professionnel. Donc je m'adresse vraiment aux professionnels. C'est d'abord de bien objectiver la situation, donc de ne pas entrer dans les peurs généralisées, dans les peurs presque parfois irrationnelles. Hein, donc de rester objectif, d'être transparent. Hein, donc, de pouvoir expliquer pas à pas les démarches qu'on va le faire, de rappeler que c'est dans le cadre de la confidentialité. Hein, et ça, vous connaissez mieux les professionnels du secret partagé. Donc, ça, c'est aussi important donc, de pouvoir effectivement faire toute cette démarche, de traiter les deux parents sur un pied d'égalité, hein, donc de s'assurer de pouvoir bien entendre les deux parents, et ce qui permettra aussi de plus facilement objectiver le risque et donc de ne pas hésiter à utiliser le détectomètre, il est aussi là, et pour pouvoir, parce que ça vous permet d'avoir différents niveaux de risque, hein. Ici, vous avez différents niveaux de risque et vous pouvez alors dire ça c'est un risque faible, ça c'est un risque dans le cas de Madame le cas 1, c'était un risque faible. Donc, dans l'autre cas, oui, non, c'est un risque 3 parce qu'il y a un voyage qui est prévu et la mère dit qu'elle ne sait pas quoi faire par rapport à l'excision. Donc, ça vous permet aussi d'être objectif et de ne pas tomber dans la généralisation. Et donc, et le message le plus important, c'est qu'il faut effectivement tenir compte que parfois certains parents sous-estiment le risque par rapport à leur famille élargie et donc bien s'assurer qu'ils ont conscience de ça et qu'ils ont mis en place des stratégies par rapport à ça qui peuvent être mis en place aussi dans leur réseau, y compris avec le GAMS. Donc, et voilà, donc ça c'est il y a un détectomètre qui est là. Je vais vous le mettre uniquement pour les professionnels. Donc, c'est pas pour les personnes concernées, mais donc vous devez être un professionnel. Et donc, je vais vous mettre le lien. Et donc, il est aussi sous version interactive. Donc, voilà, c'était tout pour moi. OK. Merci beaucoup. Est-ce que, Abby, tu as un dernier message en 1 minute, s'il te plaît, parce qu'il nous reste 3 minutes. Je dois aussi donner une dernière information avant de se dire au revoir. Oui, mais moi, pour les professionnels, je voudrais juste rajouter, en plus de ce que Keila a dit, d'avoir quand même une posture interculturelle. Parce que les pays concernés, c'est vrai, on dit toujours l'Afrique, mais l'Afrique est tellement vaste et même si nous sommes tous des pays concernés, on n'a pas forcément la même culture, on n'a pas forcément la même vision et on ne s'exprime pas surtout de la même manière. Donc, savoir utiliser les outils d'interculturalité, savoir aussi se décentrer si on vient d'un pays concerné et aussi savoir métacommuniquer parce que je dis de manière générale en Afrique, on parle de manière très imagée. Et pour mieux comprendre, il faut vraiment métacommuniquer pour pouvoir être aligné avec ce qu'on entend et ce que réellement la personne est en train de nous dire. Voilà. Merci beaucoup, Abby. Comme tu dis, l'Afrique, c'est assez vaste. C'est pas une seule communauté, c'est plusieurs communautés. Donc, c'est important de le savoir. Donc, je vous propose ici, si vous avez envie d'aller plus loin de mieux connaître sur les MGF, de mieux vous outiller, n'hésitez pas aussi à aller vous inscrire sur la page de formation de e-campus de NFGM, où vous pouvez vous former à votre rythme et avoir un certificat. Donc, il y a 4 modules. Donc, il y a tout ce qui est les bases sur les MGF, sur prévenir, donc sur la protection et en tout cas, il y a 3 modules. N'hésitez pas à y aller. Il y a 4 modules, pardon. N'hésitez pas à y aller. C'est en français, en anglais
français, anglais, espagnol. En tout cas, il y a plusieurs langues aussi, donc qui pourraient vous, à votre rythme et vous aider à mieux vous outiller. Et comme ça, vous pouvez, après ça, demander par exemple au GAMS de venir vous former pour comment en parler et aussi discuter des aspects socioculturels. Donc voilà. Et pour terminer, je vous remercie tous et tous, toutes et à tous d'être venus à cet atelier. Et on va vous envoyer un petit mail pour le sondage, pardon, pour évaluer l'atelier, mais aussi recueillir vos observations pour les prochaines, peut-être pour les prochaines, et savoir qu'on est en pleine campagne actuellement de récolte de fonds. Les informations seraient sur la page d'évaluation. Vous savez que les ateliers sont gratuits, mais si jamais vous pouvez faire un don ou partager autour de vous pour la page de don. Donc, on vous en remercie d'avance. Et merci vraiment d'avoir participé à cet atelier. N'hésitez pas, ne serait-ce que par mail, de revenir pour des questions qui n'ont pas pu être posées ici ou de clarification pour les deux intervenantes. Donc voilà. Merci Abby, merci Kayla, merci à Jeanne, même si on ne la voit pas, mais elle est là, elle a été notre support tout au long de ce webinaire. Et merci à vous toutes et tous d'être venus à ce dernier atelier et que l'aventure continue pour l'année prochaine. Voilà, merci. Merci, merci à tous et à toutes. Merci pour votre participation et votre présence. Et